la matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, ils sont pratiquement 4 voire 5 compatriotes du continent qui sont morts à l'étranger dans le souci d'acquérir de connaissances. Pourtant, les systèmes éducatifs sur le continent ne manquent pas d'innovation, mais est-ce que nous offrons véritablement les conditions qu'il faut pour des études scientifiques ou des études supérieures de qualité pour nos apprenants? On fera donc le débat sur la refonte ou non du système éducatif de nos pays. D'un instant à l'autre, nous sommes dans le mois d'octobre, le mois rose, l'autopalpation des seins, condition sine qua non pour diagnostiquer le plus tôt possible et prendre en charge les cancers qui sont souvent source de décès pour nos mamans. On fera également connaissance des âges, des périodes à risque et les dispositions à prendre à travers l'instant du jour. Mais le premier acte de cette émission, c'est la revue des titres. Vous êtes sur One TV et c'est One Money. C'est parti. Baker Sanguita est déjà dans ce studio avec nous. Baker, bonjour. Bonjour à Métonou, bonjour à toutes et à tous, du Bénin au Sénégal en passant par donc la Côte d'Ivoire, mouvement et accusation, mouvement syndical, arrestation au niveau du Bénin pendant que le Sénégal se projette sur 2050. Les publications au Bénin, à travers donc leur titre, ont convergé beaucoup plus vers un climat politique tendu, marqué par des arrestations, mais également des accusations contre plusieurs figures de politique au régime Patrice Talon. Et dans le journal béninois Libéré, le titre « Sale, tant pour les petits agités contre le président Talon » reflète bien cette atmosphère, citant notamment Kenom Boko et Kémi Séba. Le journal évoque l'arrestation récente de Kémi Séba en France, suscitant la déception de Tiani qui envisagerait retirer son passeport diplomatique en réponse. De manière parallèle, le journal Oxo aborde également cette crise politique sous le titre hymne de soutien et de condamnation avant le jugement d'une supposée tentative de coup d'État, pointant l'incarcération d'Olivier Boko sous mandat de dépôt, bien qu'il ne soit pas encore condamné. Les deux journaux appellent donc à la prudence et critiquent l'attitude de certains politiciens qualifiés de matu-vus, mettant en garde le président Talon contre les comportements opportunistes de ces acteurs. On va donc en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des grèves qui sont annoncées, mais également la situation politique. Et c'est tout d'abord le jour plus se focalise sur la grève des fonctionnaires et titre le gouvernement constate l'échec du mouvement. Il met en lumière la réaction des autorités donc et l'impact limité observé dans les établissements scolaires et sanitaires ainsi que le message adressé par les ministres Pierre Dimba, Anne Oloto et Mariatou Kodé aux grévistes et donc appelant au retour au travail. De son côté, le journal Le Patriote évoque également la grève en accusant certains fonctionnaires d'agir par mauvaise foi et de formuler des revendications qu'il juge surréalistes. Sous le titre « Cette grève est politique et manipulée », le journal dénonce une instrumentalisation du mouvement par les forces politiques et souligne que malgré quelques perturbations dans les écoles, notamment à l'intérieur du pays, le gouvernement reste déterminé à apaiser les tensions. En opposition, le quotidien d'Abidjan adopte un angle différent en déclarant dans son titre la grève largement suivie. Le gouvernement désavoué, affirmant que le mouvement social a réussi à mobiliser une large partie des acteurs concernés malgré la pression du régime. Le journal évoque aussi l'évolution politique avec le départ d'un cadre du RHDP vers le PDCI, traduisant une déception vis-à-vis du pouvoir en place. Des jours meilleurs pour les Sénégalais, c'est ce qu'on peut retenir à travers donc le lancement du nouveau référentiel. En effet, les quotidiens sénégalais se sont focalisés beaucoup plus sur ce nouveau document de politique publique intitulé Sénégal 2050. Et c'est Sud Quotidien qui titre Sénégal 2050 à l'ombre du Baobab et met en avant la vision du président Bassirou Diomaye Faye
et Dikar Faye. Ce dernier prône donc une nation solidaire, résiliente, ancrée dans la modernité, en s'appuyant sur des valeurs traditionnelles symbolisées par le baobab. Dans le même sillage, Enquête s'interroge sur la viabilité de ce grand projet avec son titre « Grand projet, grande interrogations, l'opposition et la société civile émettent donc des doutes, tandis que des économistes comme Moubarak Lo et Meissa Babou analysent les grandes lignes du projet. Vox Populus, quant à lui, décortique les chiffres et les objectifs de cette vision à travers l'article « La vision Sénégal 2050 en chiffres et en lettres ». Il met en avant une croissance économique ambitieuse avec une augmentation du PIB par habitant et des pôles de développement diversifiés. Cependant, Bougane Gueye Dany s'oppose à cette vision et critique ouvertement le projet qu'il qualifie de cocktail d'esbrouf, c'est-à-dire étalage de manière prétentieuse et insolente, ou du moins une bleffe. Wolf Quotidien apporte donc une touche plus ironique en titrant enfin la potion magique, suggérant que ce plan serait davantage une promesse de campagne qu'un véritable plan de transformation. Bougane poursuit sa critique en affirmant que le projet de PASTEF n'a jamais vraiment existé, tandis que les attentes du secteur privé local restent élevées. Ainsi, malgré une vision ambitieuse pour 2050, les divergences d'opinion sont marquées entre autres entre le gouvernement et l'opposition et les différents acteurs économiques au niveau du Sénégal. Merci donc à vous, Baker, pour cette revue. On vous retrouve demain pour poursuivre l'aventure. Place maintenant à l'instant du jour. Nous sommes donc en octobre, je vous le disais à l'entame de cette émission. Octobre rose oblige, lutte contre le cancer. La gynécologue obstétricienne Dr Abewi Benedita nous donne les facteurs de risque et l'âge à partir duquel la femme peut commencer par s'auto-palper et donc détecter éventuellement de nodules sources de cancer et donc courir à l'hôpital pour une prise en charge rapide. Il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire une maman a fait le cancer du sein, une fille fait le cancer du sein, une tante en a fait, et voilà, il y a ça dans la famille. Donc il y a les facteurs génétiques, il y a la longue exposition aux estroprogestatifs. C'est les pilules estroprogestatives, quelqu'un qui en a pris pendant une période au-delà de 20 ans, je crois, ça peut exploser au cancer du sein. Et aussi, il y a la longue exposition hormonale. Par exemple, quelqu'un qui a eu sa puberté très tôt, avant 12 ans, et qui a sa ménopause au-delà de 55 ans. C'est une longue exposition hormonale. Il y a certains produits chimiques, certains radicaux libres qui peuvent être des facteurs de risque pour le cancer du sein. Et aussi, il y a les tumeurs bénignes du sein. Par exemple, on a des nodules du sein qui peuvent, ou bien des kystes au niveau du sein, qu'on laisse traîner, ou bien qui peuvent à la longue se transformer en cancer du sein. Donc voilà un peu les facteurs de risque dont on peut parler en tant que tel. Un des facteurs de risque, il y a la nulliparité. Le fait de ne pas allaiter, de ne pas avoir fait d'enfant, expose au cancer du sein. C'est des facteurs de risque. C'est-à-dire elle n'a pas fait d'enfant, elle n'a pas accouché, elle n'a pas eu de grossesse. Donc ça c'est des signes, c'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire de ne pas avoir allaité un enfant, c'est des risques. C'est un facteur de risque. On peut réduire peut-être en évitant les expositions aux radicaux libres, en évitant de prendre des estroprogestatifs sur des longues périodes, en évitant comment je peux dire, mais génétiquement on ne peut pas éviter. T'es né, t'es d'une famille. Comment réduire
il n'y a pas à réduire, seulement on peut dépister tout et prendre en charge. On peut faire des dépistages précoces et les prendre en charge à temps pour éviter d'en mourir. À partir de quel âge? Avant, c'était à partir de 50 ans. Mais aujourd'hui, déjà à partir de 40 ans, on peut commencer par faire les dépistages pour les personnes normales, c'est-à-dire des gens de la société X, toutes femmes. Mais pour des gens qui sont des personnes à risque, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui a des parents qui ont fait le cancer du sein, qui a une longue exposition estro-progestative, ou bien qui a eu comment on l'appelle, qui a eu sa puberté très tôt. Voilà, ça c'est des personnes à risque. Si tu es personne à risque, c'est bien de commencer le dépistage dès l'âge de 35 ans. Mais d'habitude, c'est à partir de 40 ans on commence le dépistage. Et le dépistage, c'est quoi? Ça se fait chaque mois. Chaque mois par l'autopalpation. C'est toi-même qui dépistes, tu examines tes seins et c'est juste après les règles. Il y a une façon de l'examiner et il faut l'examiner. Et en dehors de ça, il faut faire au moins une consultation chez un personnel de santé, une sage-femme, un gynéco, un médecin généraliste qui peut examiner votre sein correctement au moins une fois à l'année pour voir tout est bon, il n'y a pas de problème. Et puis l'autre façon de dépister, c'est de faire la mammographie. La mammographie, c'est une analyse radio et couplée à l'échographie qui permet de pouvoir rechercher les lésions des petits nodules qu'on ne pouvait pas détecter avec la main lors de l'autopalpation ou lors de la palpation. Cette mammographie se fait pratiquement chaque 2 ans à partir de l'âge où on dépiste, à partir des 40 ans. Des 40 ans. Mais les jeunes filles, déjà, il faut leur apprendre à palper leur sein. Les jeunes filles, parce qu'on a des nodules, on a dit tout à l'heure qu'on peut avoir des nodules bénins qui ne sont pas cancéreux, cancéreuses plutôt, qui sont au niveau, un nodule non cancéreux qui se trouve au niveau donc du sein. Et il faut pouvoir palper. Donc on a eu des nodules chez des jeunes filles, des seins où il y a des nodules et il faut les enlever pour voir si c'est pas mauvais, c'est pas méchant, mais souvent c'est pas méchant seulement. Quelqu'un qui a des nodules tout le temps, attention au cancer du sein. Attention, il faut voir, c'est un facteur de risque. Donc voilà un peu chaque mois ou bien chaque année chez un spécialiste, bien chaque 2 ans pour l'échomammographie. Voilà donc les conseils prodigués par la gynécologue obstétricienne Abéoui Bénédita à propos donc de ce mois d'octobre rose, avant donc de retrouver l'instant du jour, puisque Gabin Adjakou est déjà avec nous et qu'il a abordé également sa couleur rose, cette fleur qui signifie en même temps octobre rose. Gabin, ça vous dit quelque chose ce mois? Oui, ce mois, ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit beaucoup de choses. L'octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer, c'est un mois assez spécial pour moi parce que j'ai eu à perdre des membres très importants de ma famille à cause de cette maladie-là, à une époque où ce n'est même pas divulgué. Beaucoup de personnes, on ne parlait pas trop du dépistage du cancer et la plupart du temps, les dames qui étaient atteintes même ne savaient même pas que c'était le cancer. On ne connaissait pas l'autopalpation et tout ça, c'était un secret pour les médecins. Et bizarrement comme ça, j'ai eu à perdre ma maman en 2005. Et à 3 ans après, j'ai eu aussi à perdre ma tante paternelle qui était une personne très importante pour moi, qui me soutenait aussi. Donc c'est un mois très important pour moi où j'exhorte tout le monde quand même à faire le test de dépistage du cancer. Parce que quand ça t'atteint,
il n'y a plus de chemin de nord, c'est un chemin de non-retour en fait. Tu entames inexorablement ta fin de vie sur cette terre. Donc le mieux, c'est de l'éviter, faire tout pour pouvoir l'éviter. C'est pourquoi il faut faire l'autopalpation, suivre les conseils médicaux que donnent les médecins, les infirmières, les assistants médicaux et tout. Et surtout suivre les formations parce qu'à chaque moment, il y a de nouvelles modules qui sont mis en place pour permettre aux dames de ne pas arriver à développer cette infection. Cette maladie. Parce que bon, quand ça commence, les prémices, c'est facile d'arriver à guérir, on estire pour le nodule et puis bon, tu continues pas à vivre. Mais quand ça atteint un certain niveau, ce ne sera plus possible et on va juste t'accompagner jusqu'à ta tombe. Donc il faut faire très attention à cette maladie-là qui détruit les vies de manière inexorable. Et il n'y a pas que les femmes qui sont atteintes de cette maladie, il y a certains hommes qui ont aussi des seins qui développent le cancer, mais ils se disent comme ça, je suis un homme, je ne peux pas contracter ce cancer, alors que une fois que tu as des seins, tu peux arriver à contracter facilement cette maladie liée au sein. Cette maladie. Donc, courage surtout à ceux-là qui souffrent de cette maladie et surtout à la famille de ceux-là, aux familles de ceux-là qui souffrent de cette maladie. Parce que quand ça arrive comme ça, c'est la famille qui souffre beaucoup plus. Celui-là qui est sur le lit d'hôpital, c'est vrai qu'il souffre, mais c'est la famille qui voit un membre important partir comme ça et se voit assez impuissante de réagir. Merci donc à vous pour ce témoignage et condoléances aux parents que vous avez perdus et également condoléances à ceux qui ont perdu des proches du fait de cette affection. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, courage à ces hommes et femmes qui sont aujourd'hui au chevet de leurs parents, qui souffrent donc de ce cancer parce que, paraît-il, c'est très douloureux. Très. Merci donc à vous, Gabi Adjaro. Place maintenant à la discussion. Alors, nous allons les citer ici. Fortuné en 2022. Là, nous sommes à Marseille, Dilan en Turquie. En 2023, Alessandra au Canada et Joël Rodrigue en Russie en 2024. Ils sont, comme vous pouvez le remarquer, de jeunes Africains sur la route du destin, mais leur lendemain est connu depuis, c'est la mort. Si la quête du savoir doit entraîner la mort au pays de l'étranger, à quoi bon s'interroger donc vous, alors en route, mais en retour, alors qu'est-ce que nous offrons à nos enfants en termes de qualité d'enseignement afin de les maintenir sur place et leur éviter ce sort lugubre? C'est bien sûr de ça que nous allons parler autour de, donc, de ce thème. Formation, emploi, nécessité de refonte des systèmes éducatifs. Et bien sûr, c'est de ça que nous allons parler ce matin avec Gabin Adjaro qui est déjà donc dans ce studio, juriste de formation, directeur du cabinet Juriste Consulting. Monsieur Adjaro, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. En face de vous, il sera là d'un instant à l'autre, c'est Bright Kwame Fiaga. Il est le président de la CEIE internationale, donc on l'attend. Il va nous rejoindre comme il l'a promis d'un instant à l'autre. Alors, vous l'avez aussi abondamment relayé, je l'ai lu sur votre page Facebook depuis sa disparition. Mais 5 jours après sa disparition, le corps sans vie d'Alessandra Martine Diengo, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été retrouvée dans les eaux au Canada. Elle a succombé. Quel a été votre ressenti quand l'information de sa mort vous est parvenue? Oui, j'étais vraiment triste. Tu l'as soulevé dès la disparition. J'ai eu à partager un post qui faisait état de la recherche d'Alessandra Diengo, une Africaine, donc une sœur qui avait disparu. Moi, j'avais déjà eu un pincement au cœur parce que je me suis dit,
on ne se perd pas comme ça dans un pays comme le Canada ou bien dans un pays occidental. Donc, forcément, il doit y avoir quelque chose. Donc, par après, on a appris son décès, bon, son assassinat plutôt, j'aimerais dire. Et ça m'a plongé dans une journée noire, dans une nuit noire, dans mes pensées. Je me suis dit, ben, que se passe-t-il avec nos étudiantes et étudiants? Parce que cette histoire-là avait commencé depuis belle lurette, sauf que, bon, aujourd'hui, l'Internet nous a permis d'avoir beaucoup plus les informations. Sinon, ce genre de choses existait depuis. Il y avait des étudiants sénégalais qui avaient été tués en Russie, il y avait des étudiants congolais qui étaient, Diana, la dernière fois, qui était morte en Turquie, qui était assassinée plutôt en Turquie. Je ne sais pas pourquoi je dis qu'elle était morte, comme si elle était morte de sa propre mort. Donc, elle a été assassinée en Turquie. Avant elle, il y avait un autre Gabonais aussi qui avait été assassiné comme ça dans le même pays, c'est-à-dire en Turquie. Et tu viens de le souligner, notre compatriote Colagbe Fortuné, qui était fille unique à sa maman. Et je rappelle que sa maman aussi était décédée en janvier, juste après l'enterrement de sa fille. 2 mois après, la maman n'a pas pu supporter la douleur, et puis la maman a été partie rejoindre sa fille dans l'au-delà. Et la fille Diana, gabonaise, sa maman aussi est décédée il y a à peine 3 mois. Donc ce sont des situations qui plongent l'Afrique dans une série assez noire de nos vies. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir que se passe-t-il. Les gens partent pour se faire former, pour venir bien travailler dans leur pays, apporter leurs connaissances à leur pays. Et puis bon, voilà, il y a de ces gens-là qui sont animés par un racisme qu'ils ne cachent pas et qui prennent le vilain plaisir d'enlever la vie à ces jeunes dames et à ces jeunes hommes-là qui sont partis pour se chercher et venir apporter quand même leur connaissance à leur pays. Donc c'est assez compliqué. Moi je me dis, c'est quand ils partent, ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas pour aller demander de l'aumône. Parce que quand ils partent, ils déboursent assez de sommes pour aller s'inscrire dans ces écoles-là. On va en arriver tout à l'heure justement à ce volet financier de la question, parce que effectivement, ces études à l'étranger ne coûtent pas, en tout cas, c'est pas pour tout le monde de débourser, d'avoir la possibilité donc de débourser autant d'argent pour ces études, mais malheureusement, le constat est que le racisme, vous l'avez souligné, c'est très important, et c'est sur ça d'ailleurs que nous allons donc asseoir cette discussion. Racisme, nous le savons déjà, ça perturbe aussi bien nos compatriotes qui travaillent dans ces États, mais les étudiants qui y vont juste pour une courte période afin de revenir au pays. Mais lorsqu'on sait très bien que le phénomène existe, est-ce qu'on doit continuer par encourager les compatriotes à sortir pour s'y rendre? Ah oui, bon, vous savez, c'est assez compliqué parce que déjà notre système éducatif, c'est un peu banal. Et ce n'est pas véritablement ce qu'on désire pour nos pays. Déjà, quand tu vois l'état de nos universités, des instituts où il n'y a même pas de laboratoire pour faire des tests assez pratiques. Et après la formation ici, c'est assez compliqué d'arriver à trouver un stage. Donc, les parents, la plupart du temps, sont obligés, pour ne pas faire vivre ce qu'ils avaient déjà vécu à leurs enfants, sont obligés de faire voyager leurs enfants pour qu'ils aillent étudier. Et la plupart de ces enfants-là, quand ils vont étudier, ne reviennent pas au pays. Ils ne reviennent pas au pays, ils préfèrent rester là-bas, travailler, faire vendre leurs compétences là-bas que de revenir au pays et de se faire clouer au pilori. C'est assez dramatique cette situation-là parce que la meilleure richesse d'un pays, c'est la formation, c'est l'éducation. Et on est en train de brader cette base fondamentale-là de richesse et de réussite, de développement comme ça, et sans pour autant s'en rendre compte. C'est vrai, ces enfants-là sont partis, ils sont en train d'être tués, d'être assassinés de partout, mais ça ne va pas décourager, d'autant plus que les parents sont déterminés à faire voyager et à faire vivre de meilleures conditions d'études et de vie à leurs enfants. Donc, je l'ai toujours dit, moi, pratiquement tous les enfants de ma famille, la plupart sont en Occident. La plupart sont en Occident, c'est parce que on veut le meilleur pour ces enfants-là. Certes, certains ont eu déjà leur licence ici, mais
on se dit, bon, est-ce qu'ils auront la capacité ou bien la possibilité d'arriver à gagner une fonction ici, alors que de l'autre côté, même déjà étudiant, tu gagnes un boulot étudiant. Tu arrives à subvenir à tes propres besoins. Donc, c'est assez compliqué de dire... on ne va pas s'être encouragé à cet état de fait parce que c'est assez difficile, parce qu'on a besoin d'élites ici, formées ici, qui connaissent nos réalités, parce qu'il y a aussi un problème. Oui, bon. Le dire en une minute. Oui. Il y a aussi un problème, c'est que la plupart de ceux-là qui sont partis, déjà on a eu l'expérience, la plupart de ceux-là qui sont partis dans les pays occidentaux, et qui sont revenus pour être nos dirigeants, la plupart ne connaissent plus nos réalités. Ils sont déconnectés pratiquement des réalités et ne savent pas par quel bout prendre le pays pour arriver à le faire développer. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est beau d'aller étudier là-bas, mais il faut toujours se ressourcer. Il faut toujours se ressourcer. Mais si on met en place un système qui puisse donc offrir la même formation que l'on va chercher à l'extérieur, c'est toujours plus important, n'est-ce pas? C'est très important. C'est sur ça donc on va se focaliser cet entretien. Bright Kwame, vous nous avez rejoint, M. Fiaga, donc merci d'être là. Alors, je crois que vous avez déjà reçu à propos de l'entrepreneuriat sur ce plateau pour parler également de ces jeunes migrants qui meurent dans les eaux. Aujourd'hui, ce n'est plus les eaux, mais c'est beaucoup plus des gens qui parviennent à franchir ces étapes par la voie normale, qui atterrissent dans ces pays occidentaux en quête de savoir, mais malheureusement finissent sur le chemin de la mort, au même titre que leurs propres frères. Le cas qui est aujourd'hui au devant de l'actualité, c'est beaucoup plus Alessandra qui est morte ce mois d'octobre. Vous avez suivi également cette actualité. Quel ressenti vous avez eu? Merci et merci pour l'invitation. Avant d'aborder le sujet, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ces jeunes qui sont tombés, non pas parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais, mais juste parce qu'ils sont en train de chercher le meilleur. Et comme on le dit souvent, et la nature vient de nous montrer encore une fois que le meilleur n'est pas ailleurs. Le meilleur doit être chez nous. Mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes aujourd'hui sont obligés de prendre la route de l'immigration? Ça revient toujours. Et aux questions que l'on se pose souvent, comment nous gouvernons nos pays? Quels sont les systèmes éducatifs que nous avons? Quels sont les leaderships que nous mettons en place? Mon frère vient de parler de beaucoup de choses. Il a parlé de comment les gens quittent le pays pour aller se chercher de l'autre côté et ne reviennent plus. Comment d'autres sont déconnectés de la réalité. Mais quand vous prenez même le cas d'Alessandra ou d'autres jeunes, normalement ces jeunes sont en âge de rester près de leurs parents pour recevoir une orientation. Parce que à l'âge de 21 ans, à l'âge de 22 ans, normalement, c'est en ce moment que vous devez vous approprier de votre identité. Parce que ce n'est pas quand vous aurez âgé ou bien ce n'est pas dans l'enfance. On vous dirige maintenant. Certains dans d'autres familles où tout est bien organisé, c'est à partir de cet âge que les enfants commencent déjà par être initiés pour remplacer leurs parents, pour prendre la place de leurs parents. Si vous êtes un grand entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, déjà à cet âge, vous devez... Et votre enfant, il est déjà initié à prendre la relève. Mais c'est à cet âge que nous envoyons nos enfants. De l'autre côté, ils sont seuls. Et même ceux qui sont âgés disent que ceux qui vivent là-bas comme stress, ce n'est pas facile. Maintenant, qu'en serait-il pour un enfant de 21 ans, de 19 ans? Moi, ma nièce, elle est partie à 17 ans. Elle est là actuellement. Mais il faut de temps en temps le soutien des parents, il faut ci, il faut ça. Et c'est des cours, vous venez de le dire que ce n'est pas gratuit. Que l'éducation qu'on nous offre là-bas, ce que nous allons chercher là-bas, on ne nous l'offre pas gratuitement. Nombreux sont les Togolais ou bien les Africains qui sont partis, ce n'est pas par les bourses, par la poche de leurs propres parents. Mais pourquoi arriver là-bas, ils doivent subir des sorts? La mort est naturelle. Mais si ces enfants, ces jeunes sont morts naturellement, on va comprendre. Mais assassiner, c'est regrettable.
C'est regrettable. Il y a Nathalie Yam qui a écrit un texte également sur la question. Je vais vous lire juste une portion. Il dit: au moment où j'écris ces mots, on ne sait pas quelle est la cause du décès. Mais néanmoins, j'affirme que si nos pays étaient sécurisés, si les systèmes scolaires, universitaires étaient au top, s'ils étaient industrialisés, s'il y avait du travail pour les jeunes et les moins jeunes, si la vie humaine, celle du citoyen lambda, avait autant d'importance que celle du président de la République, des ministres, de leurs femmes, maris, de leurs enfants, alors on est fondé de penser qu'Alessandra serait encore en vie. Est-ce que vous pensez qu'à travers cet extrait, c'est le réel tableau que présente aujourd'hui l'Afrique pour ses concitoyens? Oui, c'est le réel tableau au capitaine Nathalie Yamp. Vous savez, c'est assez compliqué de vivre ce genre de situation. On ne finira jamais de le dire. Notre système éducatif est désuet et ça ne répond pas véritablement à la réalité de nos pays et ça ne s'adapte même pas au contexte actuel que nous vivons dans le monde. Vous pouvez aller encore à l'école aujourd'hui, dans nos écoles on enseigne toujours aux enfants qui sont en terminale la carte des États-Unis, la carte du Brésil, la carte de la Chine et autres, mais au même moment, ces pays-là, est-ce qu'ils connaissent la bribe, une seule bribe de notre histoire? Est-ce qu'ils connaissent même notre cartographie? Ils ne connaissent pas. Mais nous nous attardons sur des choses assez futiles. Et certains parents se sont rendus compte de cela. C'est pourquoi ils disent: moi, mon enfant ne va pas faire ici, parce que moi, j'ai eu à faire cela. Comment se fait-il que vous avez déjà eu à étudier les mêmes modules il y a de cela 25 ans, 30 ans, et puis votre enfant se retrouve à étudier les mêmes modules alors que le monde évolue? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, la moindre des choses, c'est vrai, et le tableau qu'a Nathalie Yam, c'est tout à fait bien, c'est très bien, c'est la réalité de nos pays, mais avec les si on refait le monde. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apportons à ce que nos enfants restent ici? Et il n'y a pas que nos enfants qui voyagent. Hein. Il y a aussi des Français qui viennent étudier chez nous en Afrique. Il y a aussi les Chinois qui viennent étudier chez nous en Afrique. Mais la protection qu'on octroie à ces citoyens-là chez nous, ce n'est pas la même chose que nos citoyens reçoivent à l'extérieur. C'est une véritable question. Et la plupart du temps, on a souligné la mort, l'assassinat de Colagbe Fortune. Depuis, est-ce que les lumières sont faites autour de cette affaire? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de suite judiciaire. C'est la faute à qui? C'est la faute à nos États, qui ne mettent pas la pression. Il y a l'ambassade là-bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ambassade n'a pas communiqué autour de cette affaire, disant que bon, nous sommes à telle étape, il y a tel individu qui a été arrêté, nous avons trouvé des avocats pour mener à bien cette affaire. Il n'y a pas de ces choses-là qui sont faites. Et vous aurez pu constater que même si un Américain va dans un pays et que quelque chose lui arrive, c'est tout l'État qui se mobilise pour le retrouver et le libérer. Mais nous en Afrique, quelle est la protection, quel est le centre de l'humain dans la gouvernance de nos pays? C'est ça la question. C'est une préoccupation, la question de sécurité du système scolaire et universitaire que souligne Nathalie Yam ici. Plus de 65 ans pratiquement après les indépendances, est-ce qu'on devrait quand même mettre encore à ce stade? Si la vie des citoyens qui sont là-bas, si la vie d'Alessandra était aussi nécessaire, si importante que celle des enfants du président de l'Afrique ou bien du Congo, Alessandra ne serait pas morte. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu, je sais que peut m'arriver de ne pas se rappeler, je peux me tromper, vous avez déjà entendu qu'un enfant d'un président a été assassiné dans ce pays? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous haute protection. Et leurs camarades, ceux qui rôdent autour de ces enfants, savent qui ils sont. S'il leur arrive quelque chose, tout le pays sait ce qui peut arriver. Parce que les États ont des intérêts. Ce n'est pas seulement que tel État est si fort et c'est une puissance que les gens ont peur. Il y a aussi des questions d'intérêt. Tout le monde sait que si quelque chose arrive à un enfant du président, ça peut bouleverser le partenariat, ça peut bouleverser des relations B2B.
Donc les gens ne veulent pas. Mais l'enfant du président n'est pas autant important quand même au plan social que l'enfant d'un citoyen lambda de la même République, n'est-ce pas? Vous savez que telle n'est pas la réalité dans nos États. C'est ce que Nathalie est en train de schématiser. Si sa vie était si importante, elle serait protégée. Mais comme quand nous sommes là-bas, les gens nous voient comme... je ne veux même pas le dire. Parce que ce n'est pas... il est très important que nos États donnent de la valeur à leurs citoyens. Vous êtes quelque part. Il faut que... Vous savez, un jour, j'étais à Accra. Retour au Togo, il y avait le mouvement de truc là, de Tipi Yachadam. J'étais avec un Ghanéen. Arrivé à la frontière, l'immigration ghanéenne dit que c'est chaud au Togo. Il disait ça aux citoyens ghanéens, vous ne pouvez pas entrer. Les citoyens disent que j'ai ma famille là-bas, je dois aller les voir. L'agent à l'immigration était obligé d'amener le citoyen ghanéen dans le bureau du directeur de l'immigration à la frontière ici à Flaou. Là, le citoyen ghanéen a eu un entretien très courtois mais houleux avec le directeur. Parce que lui voulait rentrer au Togo, le directeur dit que non. Le directeur était obligé de lui faire des trucs là, puis jusqu'à ce qu'il dit que, ok, si tel est le cas, toi, tu l'amènes. L'agent, le directeur a confié le citoyen ghanéen à un agent de l'immigration en uniforme, qu'il a amené à la frontière du Togo, chez les agents de l'immigration togolaise, et que voilà nos citoyens, il faut faire en sorte qu'ils rentrent sains sauf au Togo. J'ai vu ça et j'ai dit que waouh, ça c'est bien. Le Togo n'était pas en guerre. Et pourtant, cette sécurité-là au niveau Ghana. Ne serait-ce que cette manière de faire, moi ça m'a émerveillé. Ça veut dire que, quelqu'un est en train de te prêter de l'attention. C'est comme si tu es considéré. C'est comme ça que nous devons mettre l'humain au centre de la gouvernance au niveau de l'Afrique. Donc, pour revenir sur le système éducatif, non, il n'y a rien à dire, ce n'est même pas un débat. Les gens ont fait leur thèse il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont toujours à la maison en train de faire de petits jobs. Les gens ont leur licence maîtrise, ils sont à la maison. Les parents ont vendu leur terrain, ils ont envoyé leurs enfants faire des BT, faire des tours, ils ont payé de grosses sommes. Mais les enfants sont toujours à la maison. Mais si c'est que ces enfants sont partis de l'autre côté, quand ils vont revenir, bon, les parents sont en joie. Des fois même, on cherche ici les élites pour gouverner nos pays, on ne trouve pas. C'est ça le problème. Est-ce que c'est la faute au système en place ou simplement parce qu'on a une volonté? Il y a nécessité de refonte notre système éducatif. Parce que le système que nous avons actuellement, premièrement, il faut être d'accord que l'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on ne continue pas à nous enseigner à l'école? Quand les gens vont là-bas, pourquoi nos dirigeants, pour former un gouvernement maintenant, ils sont obligés de faire appel à la diaspora? Pour dire que non, nous avons besoin. Ils font des consultations. Et les gens reviennent de là pour nous diriger. C'est pourquoi d'autres disent que si nous n'envoyons pas nos enfants là-bas, les enfants de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, leurs enfants reviendront nous diriger demain. Donc tout le monde doit se battre pour que son enfant ait une éducation qualifiée, une éducation qui peut lui donner la chance demain d'avoir une place au sein de notre société. De l'appareil de décision. Alors, Gabriel Diakho, vous avez fait quand même l'université du Togo, et vous avez fait toutes vos études ici, vous êtes quand même juriste, bon, vous avez aujourd'hui ce cabinet que vous dirigez. Lorsqu'on sait très bien que les curricula suivant lesquels nos enfants, nos frères et soeurs vont se frotter là-bas, on peut également les importer ici. Pourquoi on ne le fait pas? Vous savez, moi, premièrement,
je n'avais pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui pourrait me pousser à voyager. Ah bon? Sinon? Non, sinon peut-être que je ne serais pas ici. J'ai pas me pousser alors. Donc, maintenant que je peux partir, je me dis, bon, j'ai déjà lancé quelque chose ici. Le mieux, c'est d'arriver à quand même continuer et puis avoir ma touche d'avocat et puis rester au pays pour pouvoir faire mes preuves ici. Mais la plupart sur 100, c'est pratiquement une seule personne qui peut avoir la chance de fréquenter ici, de trouver du bon boulot ici, d'arriver à bien vivre ici. C'est désolant, mais c'est comme ça. Fiaga l'a dit tout à l'heure, la plupart de ceux-là qui nous dirigent, beaucoup, ils sont venus de l'extérieur, ils sont de la diaspora. Ils ont étudié de l'autre côté. C'est parce que le système éducatif de l'autre côté est bon. Maintenant, nous devons aller à une refonte de notre système éducatif. C'est très important. Et pas que à la refonte du système éducatif, mais aussi à créer des créneaux pour que ceux-là, quand ils vont finir, ils puissent mettre en œuvre leurs compétences. Parce que la meilleure richesse qu'un État puisse disposer, c'est l'humain. Le capital humain. C'est le capital humain. C'est très important qu'on mette ça dans notre tête. C'est le capital humain. C'est ça qui peut permettre à un pays de se développer. On ne développe pas un pays. On se développe. C'est le capital humain qu'on a qui permet à ce que toute la société se développe et le pays avec. Mais si nous faisons toujours du saupoudrage et puis on amène toujours des gens de la diaspora, des gens qui ont eu à étudier, qui ont vécu d'autres réalités de l'autre côté et qui viennent ici pour faire développer nos pays, ça ne pourra jamais marcher. Aujourd'hui, je pense que nos États doivent aller à un changement de mentalité. Un changement de mentalité parce que je pense qu'on ne consomme pas suffisamment notre capital humain. Déjà, vous aurez pu constater qu'il y a plein de gens qui ont fait le nid et autres là, qui sont des instituteurs, qui sont des enseignants, mais qui sont à la maison. Alors qu'on est en manque de personnel dans notre système éducatif. Dans le système sanitaire, c'est la même chose. On manque de médecins, mais il y a des gens qui ont été formés, qui sont restés à la maison. On n'arrive pas à consommer ce que nous-mêmes nous avons déjà formé. Et on fait confiance. Et vous aurez, dans nos États, il y a des Occidentaux qui sont des conseillers économiques, des conseillers diplomatiques, des conseillers ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des Blancs. Est-ce que vous avez déjà vu un Noir africain qui a été formé en Afrique, qui est conseiller diplomatique, conseiller économique, autre là dans un pays occidental? Des secteurs clés de la vie d'un État. Il faut changer de mentalité, changeons de paradigme tout simplement. Monsieur Fiaga, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à la limite un délit d'initié? Parce que on va à l'extérieur pour faire des études ou carrément on va chercher la diaspora pour venir nous diriger. Mais en même temps, cette diaspora vient au pays, constate ses manques. Pourquoi, selon vous, elle ne fait pas des propositions de réforme dans ce sens? Quand les gens viennent au pays, vous savez ce qu'ils font. Et vous savez pourquoi le pays n'avance pas. Les gens, ils ont vécu d'autres réalités à l'extérieur. Quand ils viennent, tout ce qu'ils gagnent comme économie, tout ce qu'ils ramassent, ils renvoient tous ces fonds à l'extérieur. Quand on critique les présidents africains ou bien certains dirigeants ou bien certains hommes d'affaires et autres là, qu'ils ont des comptes à l'extérieur, tout ça là, vous pensez pourquoi? Les gens ne font même pas confiance à nos pays, aux pays africains. Les gens sont là, ils pensent que demain, tout peut arriver. Donc, les gens cherchent à protéger leurs intérêts. C'est pourquoi l'Afrique ne développe pas. Quand les gens, dans d'autres pays, quand les gens gagnent un peu d'argent, ils investissent et ils embauchent. C'est comme ça. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mon frère qui n'a pas pu voyager, Gabin, il est là aujourd'hui. Il faut lui demander ce que l'État l'apporte comme soutien dans ce qu'il est en train de faire. S'il trouve mieux demain, il va partir. Ce n'est pas tout le monde qui part par des chemins clandestins. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre Kokoroko à cette rentrée ici. Il a quand même émis un certain nombre
de vœux. Entre autres, aujourd'hui, aucun apprenant ne va faire un système d'enseignement si cela n'est pas opérationnel. Un peu comme si vous enseignez à l'enfant à dessiner l'arbre, il doit pouvoir savoir l'importance de l'arbre et peut-être en quittant la salle, il peut aller mettre déjà un plan en terre. Lorsque vous lui enseignez quelque chose sur les énergies renouvelables, il doit pouvoir mettre cela en pratique à la maison, ne serait-ce que éclairer son espace où il étudie les soirs. Vous pensez que quand on va commencer comme ça va apporter un mieux-être à ce système? Ça, c'est le discours. Maintenant, il faut aller à la pratique. Quels sont les moyens que l'État a mis en place pour permettre à ce que ces enfants puissent recevoir ce que le ministre est en train de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant. C'est intéressant. Et quelqu'un me disait hier que lui, quand il fréquentait, entre-temps, temps libre, on les enseignait à fabriquer de l'enveloppe. Et pendant les week-ends, lui-même, son papa lui donnait de l'argent, il payait des papiers pour fabriquer l'enveloppe et puis vendre. Aujourd'hui, on doit commencer par là. Quand moi j'étais... Donc développer l'entrepreneuriat déjà à l'école. Parce que tout ce qu'on dit que, par exemple, on parle de l'arbre, il faut que nous soyons dans un truc pratique. Quand on parle de la science, on dit... Moi, mon enfant était revenu à la maison l'autre fois, il a dit qu'on lui a demandé de faire comment on filtre l'eau, tout ça là. C'est bon, mais est-ce que demain, ou bien dans le week-end, est-ce qu'il peut faire quelque chose comme ça et puis pour avoir une idée? Vous savez, pour avoir l'orientation, quand on dit qu'après le bac, il faut orienter, ce n'est pas après le bac qu'il faut orienter l'enfant. Chaque enfant, déjà dès le bas âge, va vous présenter ce qu'il aime. Il va commencer par développer. C'est à vous maintenant de l'orienter. Ailleurs, on va vous envoyer directement dans des établissements qui peuvent vous accompagner. Quand vous allez à l'étranger, on dit que il a eu son bac à tel âge, il a eu son doctorat à tel âge, et puis vous vous demandez, mais on dit qu'il est médecin mais à l'âge de 17 ans, 18 ans. Vous vous demandez comment il a commencé. Mais ici, là, tu vas faire 6 ans ou bien 7 ans à l'école primaire. Quand moi j'étais au cours primaire, on n'avait même pas de banc dans notre établissement. Parce qu'on avait affecté nos parents dans une localité où on devait fréquenter. Dans notre établissement, on manquait, on restait dans le banc 3-4. Alors que dans le même établissement, il y a un champ de terre. On peut scier et fabriquer des bancs. Mais ce n'est pas fait. On était obligé de demander aux parents d'élèves de cotiser pour payer des tables bancs. Terre était resté là-bas tranquille. Et pendant les vendredis soirs, on nous demandait d'aller sacler. Maintenant, si on peut mettre un seul menuisier au sein de cet établissement, qui, pendant les vendredis ou bien les mercredis soirs, les élèves peuvent aller l'aider à faire les travaux de menuiserie. Déjà, un enfant peut dire que moi, je vais faire la menuiserie parce que ça me passionne. Et l'école là peut avoir une menuiserie. Il peut même vendre du table-banc à d'autres établissements. Ça va faire rentrer de l'argent. Et au même moment, les enfants vont commencer par apprendre quelque chose qu'ils peuvent développer demain. Donc nous devons aller vers pratique. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas, le Togo même n'a pas de l'autosuffisance alimentaire. Mais les terres sont là, en train de dormir. On change chaque fois qu'on fait des réformes, il y a l'agriculture. Moi, un jour, l'année passée, quelqu'un m'a pris sur sa moto, un taximan, Z-Man. Il m'a dit qu'il est agronome. J'ai dit quoi? Agronome. Et tu fais quoi? Et tu fais Z à Lomé. Et il dit que oui, comment on t'a formé? Mon frère, tu as perdu ton temps. Tu n'es pas agronome. Tu es un simple Z-Man. Il me dit que non, je peux te montrer la photo de mes diplômes. Je dis que non, l'agronomie n'est pas une question de diplôme. Vous êtes d'où? Pelé. Vous êtes de Pelé, agronome, et vous êtes sur moto à Lomé. Mais mon frère, vous voyez, quelle éducation le monsieur là a reçu? C'est comme s'il est parti seulement chauffer le bas et puis retourner à la maison. Des fois même les gens vont vous dire que non, moi j'ai fait ça pour mon papa. Donc ce que le ministre Kokoko est en train de dire, c'est très important, c'est bien. Mais il faut orienter les gens vers des trucs pratiques
qui peut nous profiter, qui peut consommer la main-d'œuvre. Les gens sont formés, sont à la maison. Il faut leur trouver quelque chose à faire. Donc, et il faut mettre les moyens à la disposition des établissements scolaires pour leur permettre de bien former nos enfants. La refonte du système, pour vous, ça passe aussi par l'esprit entrepreneurial déjà à la base? Oui, c'est très important. Il faut arriver à dénicher les talents des enfants depuis le bas âge. Quand tu arrives à dénicher le talent des enfants, c'est facilement que cet enfant-là se retrouve sur le banc scolaire ou bien même dans un secteur d'activité donné. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui ont eu les yeux sur nous et qui véritablement ont commis nos talents depuis le bas âge. Et aujourd'hui, moi, que ce soit mes grands-frères ou bien moi-même, ce que nous faisons aujourd'hui, on le savait déjà depuis très longtemps. Depuis le bas âge, on le savait déjà. Donc, on n'a pas eu à faire d'autre choix que de suivre notre destin. Maintenant, ce que le professeur Kokoroko est en train de dire, c'est très important parce que lui, il a eu à faire les universités occidentales. C'est de là qu'il vient. Il fut mon professeur de droit administratif, c'est de là qu'il vient. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est très important quand même. Parce que lui, il a eu à vivre ça et il était parti grâce aux bourses. Mais aujourd'hui, le phénomène de bourse, bon, il faut être quelqu'un pour en avoir aussi. Et les demandes, ça pilule de partout. Je pense que déjà, en pensant à la refonte du système éducatif, pensons aussi à ceux-là qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est très important. Parce que j'ai l'impression que nos ambassades n'arrivent pas à faire un travail de fond. Si aujourd'hui on demande à l'État congolais, de la petite Alessandra là, combien de Congolaises et Congolais sont au Canada et qui sont en train d'étudier et dans quel secteur ou bien dans quelle faculté ils sont, est-ce que l'ambassade sera capable de répondre à cette question-là? Est-ce que la plupart des ambassades africaines seront capables de dire nous avons tel nombre d'Africains, de compatriotes dans ce pays, il y a tel nombre de femmes, il y a tel nombre d'hommes, il y a tel nombre qui sont étudiants, il y a tel nombre qui sont employés dans tel domaine. Est-ce qu'ils arrivent à faire ce genre de travail? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que aussi tout le monde n'est pas allé là-bas légalement. Donc c'est pourquoi l'ambassade est là. L'ambassade représente le pays. Donc si quelque chose arrive à un citoyen, ben, l'ambassade doit être premièrement au courant. Ce qui fait la difficulté est que la plupart du temps, il y a des choses qui arrivent, ce sont les réseaux. Heureusement aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui alertent même les ambassades. Et maintenant, pour faire le travail, les ambassades n'arrivent même pas. Je l'ai déjà dit, le cas de Fortuné Kolagwe. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu à élucider cette situation? Le cas d'Alessandra, l'ambassadeur lui-même a eu à dire qu'il n'a même pas encore vu le corps. Ce qu'il a dit, ça fait pratiquement 48 heures. Il n'a même pas encore vu le corps de la petite pour dire que bon, allons faire autopsie pour savoir réellement ce qui se passe. C'est sa maman qui est venue pour dire que bon, elle au moins elle était de l'autre côté, elle a pu rencontrer la police, elle a eu à voir le corps. Donc l'ambassadeur qui représente l'État n'a pas pu identifier son enfant. Vous imaginez un peu ce que ça peut être. Vous imaginez un peu qu'un Américain soit au Congo et que bon, elle vive cette situation et puis l'ambassade dise bon c'est rien, moi j'ai pas encore vu le corps, donc je ne peux pas me prononcer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, c'est un humain qui vient de partir. C'est une richesse qui vient de partir. Quelqu'un, déjà, Chagall a dit, un enfant de 21 ans. Si un enfant de 21 ans se trouve dans cette optique-là de partir, d'aller étudier et d'aller faire un boulot étudiant et autres, là, ça veut dire que l'État n'a pas su assurer l'éducation de cet enfant. Alors, M. Fiaga, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une politique, par exemple, qui obligerait aussi bien les autorités que les citoyens lambda à étudier tous sur place, va faire changer davantage la donne? Si le fils du président ne doit pas sortir pour aller étudier à l'extérieur, le fils du ministre, le fils du député, et tout le monde sera dans les mêmes écoles, on peut changer les curricula en faveur du devenir de la nation? Non, on peut le faire, mais vous savez, le problème, ce n'est pas le fait de sortir pour aller étudier ailleurs qui est le problème. Mais c'est comment on s'organise, comment nos États sont dirigés. Si vous prenez l'exemple de la Chine, après le bac, vous avez l'obligation d'aller étudier à l'extérieur. C'est comme ça que la Chine a copié la technologie américaine. La Chine a toujours, l'État a toujours envoyé les Chinois
pour faire des stages et autres là aux États-Unis. Et après, ces Chinois reviennent. Vous avez l'obligation de revenir? Mais nous, on n'a pas cette culture-là en Afrique. La Nous n'avons pas cette culture. Surtout au niveau du sport, par exemple, c'est frappant. Dès que les équipes sont en stage en Europe, ils se volatilisent, les joueurs. Non, ceux qui sont même ministres, et Gabin vient de parler du cas du ministre Kokoroko. Pourquoi les gens, l'État vous donne une bourse pour aller étudier? Normalement, quand vous avez une bourse là, c'est pas pour aller étudier, rester là-bas. Vous devez revenir servir votre pays. Et former d'autres. Et former d'autres. Et dans d'autres, à l'étranger, comment ça se passe? Les Africains arrivent à bénéficier de bourses des États. Mais quand vous finissez les études, vous êtes obligé de rester travailler pour rembourser l'État. Parce qu'il y a du travail. Ça veut dire quoi? Avant que vous ne finissez votre étude là, l'État a déjà préparé quelque chose, vous n'allez pas terminer et puis dire que non, je n'ai pas trouvé de l'emploi, c'est pourquoi je veux quitter le pays. Non, c'est que chaque citoyen est utile. Même si vous ne savez pas lire, vous êtes utile. L'État a mis un système très sophistiqué en place qui, il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire qu'à cause de ça. Mais le problème n'est pas que les jeunes partent et ne reviennent pas. Ce n'est pas... Non, nous devons faire en sorte que les peuples doivent toujours se cohabiter. Depuis la nuit des temps, les peuples se fréquentent. Les gens, et il y a toujours cette migration. Vous pouvez aller et revenir, faire des va-et-vient. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes tous des migrants. Mais l'important, c'est que quelle importance nous accordons à nos citoyens. Ce que mon frère Gabien vient de dire, c'est très important. Le CIE international a eu une coordination au Canada. Nous avons cherché à rencontrer l'ambassadeur, mais c'est comme si l'ambassadeur, il n'est pas connu. Nous avons touché des citoyens congolais qui nous ont dit qu'ils ne connaissent même pas le nom de l'ambassadeur. Et cette dame a eu à poser cette question à l'ambassadeur au cours de la conférence de presse. Que vous êtes là, vous nous représentez, vous êtes le président du Congo ici au Canada. Mais moi, je suis congolais, je ne connais même pas votre nom. On s'est dit, oui, c'est vrai. Vous voyez ça là? Comme Gabin vient de le dire, un citoyen américain ou bien un citoyen chinois, français, va être assassiné dans un pays africain. Et on ne va pas autoriser l'ambassadeur, le représentant du pays. Pas même le représentant, le pays. Pourquoi on les appelle excellence? Parce qu'ils représentent un pays, pas un président. Il représente, un ambassadeur ne représente pas la première autorité du pays, mais il représente le pays. C'est pourquoi on dit que dans les ambassades ou bien dans les consuls, là, vous êtes sur la terre. Par exemple, vous allez dans l'ambassade de France maintenant, vous êtes sur la terre française, au Togo. Vous n'êtes pas dans l'ambassade de France sur la terre togolaise. Non. Vous êtes sur la terre française, au Togo. Comment un ambassadeur peut chercher à voir son enfant? Vous voyez qu'il n'est même pas considéré. Pourquoi? L'État. On sait qu'il vient dans un État qui est fragile. Un État qui n'est pas considéré. Il faut que les gens apprennent à nous respecter. Et pour que les gens nous respectent, nous devons nous-mêmes revoir la manière dont nous dirigeons nos pays. Nous devons nous-mêmes revoir le fonctionnement de nos pays et comment nous-mêmes, en tant que première autorité du pays, nous dirigeons nos concitoyens. Gabin, si on empêche tout le monde de sortir, c'est-à-dire le président se soigne, le ministre se soigne, le député se soigne, ils éduquent leurs enfants sur place, est-ce que le système éducatif va s'améliorer autrement que ce que nous avons aujourd'hui? Oui, la meilleure pédagogie, c'est l'exemple. Et quand la première autorité donne l'exemple, je pense que ça irait bien. Quand vous prenez un État comme le Maroc, le chef, lui, se soigne au Maroc. Il se soigne au Maroc. Donc, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il fait confiance au système sanitaire marocain. Et c'est tout à fait normal qu'un citoyen aussi fasse confiance au système
au système sanitaire marocain. Aujourd'hui, la plupart de nos enfants, on les envoie, quand ils reçoivent leur bourse, ils vont où? Au Maroc, en Égypte. Et j'ai oublié de le dire, il y avait une Togolaise qui était morte aussi dans sa douche en Égypte. Ça fait pratiquement 2 ans. Il n'y avait pas la lumière qui a été faite autour de cette affaire-là. Donc, il y a des États qui ont eu déjà posé des bases, comme vous connaissez l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et autres. Bon, l'Algérie, on sait que c'est un prolongement de la France. Il y a plus d'Algériens en France là-bas. Mais ce sont des États quand même assez forts qui respectent l'humain, qui mettent quand même au centre une certaine formation pour leur progéniture, leurs enfants, et ont une ambition pour leur pays. Mais dans la plupart des pays subsahariens, en Afrique subsaharienne, c'est assez compliqué. Déjà que, bon, la plupart de nos dirigeants même ne font pas leurs enfants ici. Quand la femme est enceinte, arrivé à un certain nombre de mois, on l'envoie à l'extérieur pour qu'elle pour avoir la nationalité. Pour avoir la nationalité. Droit de sol. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait aujourd'hui que beaucoup de parents, et ce que nous voyons, la nomenclature de notre gouvernement, de notre administration, de ceux-là qui occupent de grands postes devant nous, ce sont des gens qui sont venus de la diaspora. Donc, quand les parents voient ça, ben, tu veux le meilleur pour ton enfant aussi. On veut ressembler aux autres. Je vais vendre mon terrain pour que mon enfant aussi aille à l'extérieur étudier et venir gouverner. On a fini malheureusement cette émission en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on retient? Mettons l'humain au centre de la gouvernance. L'humain au centre de la gouvernance. Ah oui, l'humain au centre de la gouvernance. Voilà, c'est tout. Merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était donc One Money sur One TV. Le thème, c'était formation, emploi, nécessité de refonte du système éducatif. C'était Bright Kwame Fiaga, président CIE et CIEE International. Également Gabin Adjaro, juriste, directeur cabinet Juriste Consulting. À chacun et à tous, merci pour votre attention et à très bientôt sur One TV. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.